Bonjour. Cet exposé porte sur la représentation spatiale d'une épidémie, c'est-à-dire la description d'une épidémie en fonction de l'espace. L'exposé dure environ un quart d'heure. Les procédures d'investigation d'une épidémie font partie de la série de conférences sur les méthodes en épidémiologie appliquée que nous vous proposons sur ce site. La description topographique d'une épidémie intervient dans la cinquième étape de la phase descriptive lorsqu'on a recueilli l'ensemble des données chez les cas. La description d'une épidémie s'effectue, comme vous le savez, en termes de temps, de lieu et de personnes. La distribution des cas dans le temps se fait par le tracé d'une courbe épidémique qui fait l'objet d'un exposé ad hoc que je vous invite à regarder. Et dans cet exposé, nous allons nous intéresser à la répartition des cas en fonction des lieux, à la façon de représenter spatialement l'épisode et à en tirer les informations utiles à la recherche de la cause. Alors de même que pour tracer une courbe épidémique, il fallait nécessairement recueillir des données sur la date ou l'heure de début des symptômes, si on veut dresser une répartition spatiale des cas, eh bien il ne faut pas oublier de recueillir dans le questionnaire des données topographiques. La première qui vient à l'esprit est le lieu de résidence, mais beaucoup d'autres lieux où l'exposition a pu se produire peuvent avoir un intérêt épidémiologique. Ainsi, l'adresse du lieu de travail ou d'activité pendant la journée, par exemple l'école ou des lieux d'activité sportive, les trajets, les différents trajets pendant la journée, les lieux des repas, et puis aussi, de façon plus précise, la position des cas au sein d'un bâtiment, l'aile, l'étage du bâtiment, le bureau, la chambre s'il s'agit d'une maison de retraite ou d'un hôpital, etc. Il existe de très nombreuses méthodes pour faire de la cartographie et certaines peuvent être fort complexes. Les techniques de cartographie sont une discipline à part entière. Ce bref exposé vous propose simplement une initiation bien suffisante dans le cadre de l'investigation d'une épidémie. Parmi ces méthodes, on peut extraire les plus simples, pointage des cas sur une carte ou représentation de la distribution des taux d'attaque par zonage. Nous verrons à la fin comment illustrer de façon concomitante les notions d'espace et de temps. Voyons tout d'abord ce que donne la représentation sur une carte des cas par des points. Alors vous avez déjà vu, ou vous verrez sûrement encore de nombreuses fois, cette célèbre carte établie par John Snow, représentant les cas de choléra survenus en 1849 à Londres. Pour la première fois, sans doute, un épidémiologiste démontrait, grâce à une représentation géographique, un lien entre la source potentielle d'une épidémie et la focalisation des cas autour d'elle. Alors le mot source convient parfaitement puisqu'il s'agissait d'une borne fontaine appartenant à l'une des deux compagnies de distribution d'eau de Londres qui distribuait une eau pollués par les vibrions cholériques qui seront découverts plus tard. Donc il a suffi de confisquer la poignée de la pompe pour voir le nombre de cas diminuer. Voici une autre carte du même type où les points cette fois-ci représentent les logements de cas de trichinellose survenus à Paris 14e en 1985. La trichinellose est une maladie qui se contracte par la consommation de certaines viandes mal cuites. On constate une focalisation des cas autour du carrefour rue Losseran, rue d'Alésia, où la boutique pourvoyeuse de la viande contaminée sera ensuite identifiée. Alors évidemment, cette représentation topographique n'incrimine en rien le lieu indiqué comme source de l'épidémie, elle ne donne aucun argument de causalité, mais vous conviendrez qu'elle fournit néanmoins de très précieuses informations pour échafauder des hypothèses. Autre exemple, sur cette carte où à nouveau on a inscrit le lieu de résidence des cas atteint cette fois-ci de typhus murin. La distribution des cas selon leur lieu de résidence ne donne pas grand-chose et cette carte ne suggère aucune hypothèse. Et cette fois-ci, si on s'intéresse non pas au lieu de résidence mais au lieu de travail des cas, eh bien on constate une très forte concentration des cas dans un lieu de la ville proche du port et d'entrepôts de grains, où l'on trouvera plus tard une pullulation de rats réservoirs du virus. Mais une telle carte
Une telle hypothèse n'ont pu être établie qu'à la condition d'avoir pensé à recueillir les données sur les lieux d'activité des cas pendant la journée. Mais ce type de représentation des cas avec des points peut être parfois très trompeur si on raisonne trop rapidement. Ici, il s'agit d'une distribution géographique sur un territoire, peu importe, de cas de légionellose. Alors on sait que la légionellose est une maladie qui peut se contracter par inhalation de légionelle à partir d'effluents aériens émis par des tours aéro-réfrigérées. L'ensemble des points a une forme oblongue et leur axe principal semble se diriger vers le bas à gauche, c'est-à-dire vers le sud-ouest. Au centre du nuage de points, il n'y a rien, il n'y a pas de tours aéro-réfrigérées. Les tours aéro-réfrigérées susceptibles d'être à l'origine de la contamination se situent plutôt en périphérie. Mais cette carte va prendre toute sa signification si l'on indique dessus le sens des vents dominants pendant la période présumée d'exposition des cas. Ici, vous voyez que les vents dominants pendant cette période étaient du nord-nord-est et donc correspondant à l'axe de la distribution des cas dans l'espace. Donc on voit bien ici que s'il faut incriminer une tour aéro-réfrigérée, eh bien la tour numéro 3 va être prioritaire. C'est dans celle-ci qu'il faudra faire les prélèvements et rechercher en premier la source de l'épidémie. La représentation spatiale des cas d'une épidémie n'est pas seulement géographique, d'autres représentations topographiques peuvent être réalisées. Sur cet exemple, on observe la distribution des cas de Galles dans une maison de retraite qui comporte 2 ailes, l'aile nord, l'aile sud et 3 étages. Et on constate immédiatement que l'investigation doit être démarrée et poussée au premier étage et dans l'aile nord du rez-de-chaussée. Mais pour établir ce type de graphique, il a fallu penser à recueillir comme données le numéro de la chambre, son aile et son étage pour pouvoir dessiner ce graphique. Autre exemple de même nature, concernant ici la distribution des cas d'aspergillose dans un service hospitalier. Les chambres coloriées en rouge ou en vert sont des chambres ayant hébergé au moins un cas certain ou probable. Et l'on constate que la majorité des cas se sont produits dans les chambres du couloir supérieur ici sur le schéma, qui est en fait un couloir longeant une cour où des travaux d'excavation avaient été effectués dans les jours précédents, et cette constatation a permis d'orienter très rapidement la recherche de la cause dans les poussières produites par ces excavations extrêmement riches en spores d'Aspergillus. Alors la représentation simple des cas sur une carte par des points présente en fait un certain nombre d'inconvénients, et nous allons voir une autre méthode consistant à calculer des taux par zone et de les représenter sur une carte. En effet, si nous revenons à notre carte de répartition des cas de trichinellose en fonction du lieu de résidence, nous faisions l'inférence qu'ils étaient focalisés autour du carrefour Losran-Alésia, au centre de la carte, mais nous le faisions avec une connaissance a priori du terrain. Nous sommes à Paris 14e, nous savons que l'habitat est dense, aussi bien au centre de ce plan qu'en périphérie. En fait, nous avons en tête la distribution spatiale de l'habitat, nous supputons inconsciemment que les dénominateurs de chaque quartier de ce plan sont équivalents. Et donc, si on observe une plus grande densité de cas dans un quartier, c'est qu'il se passe quelque chose dans ce quartier. On ne peut donc raisonner sur une distribution spatiale de points que dans le cas particulier où les dénominateurs sont constants dans les territoires étudiés. Et voici un contre-exemple où l'on voit ici une distribution de cas d'une maladie X, peu importe laquelle, et il semblerait qu'il existe 3 foyers distincts avec éventuellement 3 sources de contamination. Or ici, on ne connaît rien de l'urbanisation du territoire, et si on superpose la carte, eh bien on voit immédiatement que les cas se situent là où existe un habitat dense, et cette distribution hétérogène des cas ne faisait que refléter l'hétérogénéité de l'habitat. Alors la seule façon de vérifier s'il existe une focalisation est de découper l'espace en zones et de diviser le nombre de cas par le nombre d'habitants dans chaque zone.
On obtient alors des taux d'attaque qui vont pouvoir être comparés et qui vont pouvoir être visualisés zone par zone. Ici, on a représenté la distribution des taux d'attaque lors d'une épidémie de fièvre hémorragique au Zaïre en 1976, la première épidémie due au virus Ebola. Les taux ont été représentés selon différents niveaux de grisé. Plus les taux sont élevés, plus le grisé est foncé. Et on constate que ces taux sont d'autant plus grands qu'on se rapproche du village nommé Yambuku. Alors ici, ce n'est pas donc parce que la population est plus dense à Yambuku qu'on obtient cette image, mais c'est bien parce que la proportion des malades y est plus grande, puisque ce sont des taux qui sont représentés. Alors, à partir du moment où on décide de colorier des zones, il va falloir procéder à ce qu'on appelle la discrétisation des taux. Alors, ce terme barbare concerne en fait un problème récurrent lorsqu'on veut tracer une distribution géographique de taux. Le taux étant une variable quantitative continue, il faut décider de les répartir en classes afin de colorier les zones correspondantes. Alors le choix des bornes pour catégoriser les classes a des conséquences évidemment sur la carte obtenue. Sur la carte précédente, nous avions choisi 4 classes de taux qui s'échelonnaient de 1 à 3 pour 1000. On aurait pu faire un autre choix. Donc le choix des bornes est un peu analogue au choix de l'unité de temps dans le tracé d'une courbe épidémique. Il faut un minimum de classes pour obtenir un effet démonstratif et il ne faut pas trop de classes à l'inverse pour que l'ensemble demeure visible. Alors ici, nous cherchons à représenter la distribution des taux d'incidence d'une maladie en 3 classes dans un pays qui comporte 60 districts. Alors dans l'exemple pris ici, on a choisi 3 catégories telles que l'amplitude de chaque classe soit identique. Ici l'amplitude est de 40 pour 1000, c'est-à-dire 1 à 40, 41 à 80, 81 à 120 et l'effet obtenu se voit sur la carte de droite. Mais on pourrait faire aussi un autre choix en s'arrangeant par exemple pour que le nombre de régions dans chacune des classes soit identique. Ici 20 régions par classe, ce qui a pour conséquence de prendre des bornes d'incidence différentes et on obtient alors une carte sensiblement différente de la première, alors que bien entendu, les données concernant chaque région n'ont pas changé. Troisième exemple, on décide maintenant de prendre des bornes à notre convenance, des seuils naturels de 1 à 50, de 51 à 100 et supérieur à 100. Et on obtient alors une carte différente des 2 précédentes. Alors il existe encore de nombreuses autres méthodes de discrétisation des données géographiques, classes établies selon leur écart à la moyenne, selon les quartiles ou tout autre quantile, selon une progression arithmétique ou géométrique, selon les moyennes emboîtées, etc. Alors ces méthodes sortent du cadre de cette présentation et je vous donnerai à la fin les références d'un site où elles sont exposées. Alors chacune d'entre elles a des avantages, des inconvénients, et le choix d'une méthode dépend à la fois de la distribution des taux observés et de ce qu'on veut montrer à son auditoire. Comme on le voit, il est parfois délicat de concilier à la fois le désir de convaincre avec une certaine honnêteté scientifique consistant à ne pas trop changer les règles en fonction des résultats. En l'absence de carte, une représentation par taux peut être tout autant informative en utilisant simplement ce type de graphique. Ici, une épidémie d'intoxication à l'héliotrope au Tadjikistan, et on remarque d'un seul coup d'œil quels sont les villages, les kolkhozes en l'occurrence, qui présentaient les taux les plus élevés d'incidence, donc les villages à examiner de façon prioritaire pour retrouver la cause de l'épidémie. Alors nous allons voir maintenant comment tenter de représenter géographiquement une épidémie tout en tenant compte du temps. Sur cet exemple schématique, nous avons disposé l'ensemble des cas survenus lors d'une épidémie selon leur lieu de résidence. Sur ce schéma, rien de signifiant n'apparaît. Mais il peut être intéressant, donc dans certains cas, de dessiner la carte pas à pas en fonction du temps. Ici, on représente la carte des cas survenus pendant la période T1, puis les cas survenus pendant la période T2, pendant la période T3, et enfin
pendant la période T4. Et il apparaît ainsi une évolution spatiale, dynamique des cas en fonction du temps, qui enrichit la simple cartographie globale et qui vous donne des éléments intéressants dans l'analyse du phénomène épidémique. On peut à l'inverse, toujours en voulant combiner espace et temps, illustrer un phénomène dynamique en traçant les courbes épidémiques en fonction des lieux. Alors, dans cet exemple d'une épidémie de trichinellose en France en 1993, on a dessiné la courbe épidémique dans chaque région où s'est produit un épisode. Ici, on a représenté 3 de ces régions. On constate donc que l'épidémie a commencé 15 jours plus tard en Charente-Maritime. Alors, ce retard constaté sur le graphique correspond en fait à une erreur de distribution de la viande par le boucher de cette région qui a inversé l'ordre d'arrivée des carcasses dans son frigidaire et qui a débité et vendu des morceaux contaminés 15 jours après ses confrères ayant débité d'autres morceaux de la même carcasse. Alors, on conçoit bien qu'une telle observation est extrêmement précieuse pour faciliter les recherches des services vétérinaires dans l'identification de la cause de cette épidémie nationale. Nous voici donc au terme de cette courte présentation sur des techniques de représentation spatiale. Comme je l'ai dit au début, j'insiste pour dire qu'il s'agit de techniques élémentaires et il s'agit d'une simple initiation. Si vous n'avez pas encore vu comment décrire une épidémie en termes de temps, je vous invite à regarder l'exposé sur la courbe épidémique et je vous dis à bientôt. Voici quelques références bibliographiques et si vous êtes intéressé par ces techniques, je vous invite à consulter le site et les cours en ligne de Marc Souris qui approfondit dans le détail toutes ces techniques avec toute une liste de cours en ligne extrêmement bien faits.